commencer Moi, je veux bien, si ça vous... Moi, je pense qu'avant ça, il y a la nécessité de faire un tout petit préambule méthodologique qui est à la fois l'histoire du groupe, mais qui est à la fois l'histoire du monde et l'histoire du prolétariat. C'est-à-dire qu'on se retrouve là aujourd'hui et il faut saisir qui nous sommes et d'où nous venons. Aujourd'hui, à l'échelle mondiale, il n'y a pas de groupe comme guerre de classe. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, dans la longue transmission des radicalités, vous avez des groupes qui reflètent la décomposition bordiguiste, la décomposition conseilliste, mais un groupe qui s'est constitué et qui affirme d'une manière claire le cheminement cataclysmique de la crise du capital, le chaos immigrationniste, le chaos terroriste, le chaos bancaire, la réfutation radicale de la démocratie et de tous les mensonges du capital. En France, il n'y a que guerre de classe. Et au niveau mondial, même s'il y a éventuellement des tendances, parce que je vois bien dans les correspondances que j'ai qu'il y a des interrogations qui se formalisent là-dessus, il n'y a pas. Donc, il ne s'agit pas de se prendre la tête et de devenir délirant en se disant à l'échelle mondiale, on est le groupe le plus en avance. Mais il faut bien comprendre qu'aujourd'hui, à l'échelle mondiale, dans toute la maturation historique de la lutte de classe, vous pouvez aller sur tous les sites internet de tous les pays, l'avancée théorique dans laquelle nous nous positionnons, elle est largement en avance. Et on repense à la Ligue des communistes, on repense au texte de la Nouvelle Gazette rhénane, on repense à tout ce que Marx dit sur la France comme pointe avancée de la lutte radicale du prolétariat mondial vers son auto-abolition. Quelque part, c'est ça. Mais ça nous oblige à beaucoup d'humilité, parce que si nous sommes ça, c'est parce qu'il y a eu plein de générations qui nous ont transmis ça. Alors moi, je sais que les vidéos, les bouquins que j'ai écrits vous ont aidé à formaliser ça, mais je ne l'ai pas formalisé tout seul. J'ai eu cette transmission dans les années 70-80 avec des camarades ouvriers qui avaient vécu les années 30, les années 40. Donc aujourd'hui, dans cette salle, en 2019, on n'est pas des alchimistes qui créons une pierre philosophale à partir de l'ébullition de nos cerveaux narcissiques. On est, avec humilité et modestie, les héritiers de cette histoire que nous recevons, et que nous recevons avec une humilité infinie, parce que c'est le prolétariat qui nous l'a transmis. Nous n'avons rien créé, nous n'avons rien inventé, mais si nous sommes si en avance par rapport aux autres groupes qui peuvent effectivement ou surgir ou être le résultat de la décomposition, il n'y a pas de secret. C'est la méthode. C'est le métaodos. C'est le cheminement dialectique du déterminisme et de l'organicité. Chaque fois que nous dirons quelque chose d'intelligent, c'est parce que nous serons dans l'humilité de la dialectique, du déterminisme et de l'objectivité. Et chaque fois qu'on commencera à fantasmer subjectivement, on dira nécessairement des conneries. Donc, l'arc historique, ce qui fait l'essentialité de notre intervention et de notre identité, c'est cette humilité méthodologique qui fait que tout vient du concept de l'universelle histoire et que parce que dans nos individualités, nous savons le recevoir, que nous disons des choses intelligentes. C'est rien. Donc la première chose, si vous voulez, c'est que... Chut, tais-toi. La première chose... Gaïa, tais-toi. La première chose, c'est que nous devons regarder cette histoire. La Commune de Paris, Barcelone 37, tout ce que l'histoire nous a transmis est là. Les morts sont là. Nous parlons parce que nous sommes en relation avec tous ces hommes et avec toutes ces femmes qui se sont battus. Et là, j'avais un correspondant, on parlait de la dernière barricade de la rue d'Axo. Rue d'Axo, 1871, la Commune. Des gens disent, mais quittez la barricade. Les Versaillais arrivent. Vous allez mourir. Partez de la barricade. Non, on ne quittera pas la barricade, on se bat pour l'avenir et la radicalité des générations qui suivent. Donc les derniers de la barricade de la rue d'Axo, ils sont là.
Et c'est parce que ça a eu lieu des milliers et des milliers de fois que notre vie a un sens, que les gamins qui sont là vont recevoir un héritage. Donc cette communauté organique, cette continuité radicale, c'est la transmission historique d'une intelligence, et tous ces gens-là sont morts pour nous. Ils sont morts pour nous, pour transmettre et pour que ça continue. Donc ce congrès, c'est pas simplement une assemblée théorico-pratique, c'est un lieu de mémoire incarné dans la dialectique universelle de l'histoire. Et Rosa Luxembourg, là, vient nous dire « Je suis vivante parce que vous continuez cette vie ». Donc c'est ça qui est décisif. Et donc, à partir de là, nos présupposés personnels, nos créativités individuelles, c'est de la merde. Ce qu'on va dire là, qui va être fort, qui va être puissant, sur la crise, sur ce qui s'annonce, sur les gilets jaunes, sur les ouvertures, ça va être riche parce que nous sommes la continuité organique de cette dialectique déterministe. Il n'y a pas de je, il n'y a pas de je. C'est le nous communiste de la radicalité intransigeante, anonyme, impersonnelle et dialectique. Et donc, à partir de là, on est obligé de se poser toute la problématique de la crise. Alors, dans la réunion théorique que l'on a commencé à amorcer chaque fin de mois, on n'est pas encore arrivé à domination formelle, domination réelle, crise, etc. Donc, je ne sais pas où vous en êtes individuellement. Plusieurs d'entre vous, au cours des dernières semaines, m'ont contacté pour avoir une discussion sur le problème de la crise, etc. Et je me suis rendu compte que finalement, il y avait des trucs basiques qui avaient été pas bien lus ou insuffisamment lus. Par exemple, les deux textes de synthèse, il y a 50 ans, et le texte bilan et perspective, les gens qui m'ont appelé et qui les ont lus se sont rendus compte dans la discussion qu'ils ne les avaient pas lus. Ils les ont lus, si vous voulez, nominalement, ils les ont lus dans l'extériorité de la sémantique, ils ont lu les paragraphes, mais ils n'ont pas fait le retour méthodologique sur comprendre mai 68, comprendre la crise du capital en domination réelle, comprendre la dématérialisation monétaire, comment comprendre le krach industriel. Il y a tout ça dans ces textes-là. Mais les gens sont passés dessus ou sont passés à côté. Et finalement, les gens me disaient, là, si on me dit, t'as 20 minutes pour expliquer la crise, je ne suis pas capable d'en parler plus de 3 minutes. Donc il y a un décalage entre les textes et la manière dont les gens les ont lus. Et finalement, la question qui est posée aujourd'hui, c'est effectivement celle de la crise de la domination réelle. Nous sommes aujourd'hui un groupe communiste qui vit la crise de la domination réelle avec toute l'intensité de lutte de classe que ça positionne en résultat. Tous les groupes radicaux qui ont existé, alors les groupes radicaux, je prends Guerre de classe, Commune de Kronstadt, le PIC, la vieille taupe dans les années 70-80, on n'était pas encore dans la crise de la domination réelle réalisée. Les groupes comme Bilan, l'Union communiste, tous ces groupes-là dans les années 30, dans les années 40, non, on est donc aujourd'hui un groupe issu de cette longue histoire des luttes de classe et qui pour la première fois est confronté à l'objectivité matérielle de la crise de la domination réelle réalisée. Ça implique de comprendre toute cette dialectique historique avec les temporalités entre le surgissement de la domination réelle. Alors là, je vais me dépêcher quand on va faire les réunions théoriques. On va vite faire Rome. On va essayer d'aller le plus vite possible jusqu'à la fin de Rome. On va commencer le temps féodal. On va à partir de là faire la crise du temps féodal, le surgissement de la bourgeoisie, le surgissement de la domination formelle. Mais on a encore des heures et des heures, si vous voulez, pour véritablement atteindre la substance du corpus. Mais donc la domination formelle, elle a mis 8 siècles. Entre le XIIIe siècle et la guerre de 14, il a fallu 8 siècles pour que la temporalité fasse jaillir la démocratie totalitaire du capital. La domination réelle, elle a un siècle. Enfin, elle a 2 siècles. Elle a 2 siècles. Donc, ce que montre Marx dans les Grundrisse et dans le Capital, c'est que le temps de la contradiction, valorisation, dévalorisation s'accélère. Plus on avance, plus ça va vite. Et entre 68 et la crise des Gilets jaunes,
il y a eu un demi-siècle. C'est-à-dire que on est entré dans le temps des grandes accélérations, mais pour comprendre ça, il faut constamment en revenir à la baisse du taux de profit. Quand on aura fini la domination réelle, je pense qu'il faudra qu'on ait au moins 4, 5, 6 heures sur la crise du capital, la baisse du taux de profit. C'est pas la même chose en domination formelle, c'est pas la même chose en domination réelle, c'est pas la même chose en domination réelle inférieure, c'est pas la même chose en domination réelle supérieure. Donc il va falloir travailler tout ça pour comprendre que ce qui surgit avec les gilets jaunes aujourd'hui, c'est le commencement d'un temps nouveau, mais qui va être généralisateur de radicalité incontrôlable. Et comme par hasard, c'est en France. C'est-à-dire que quel est aujourd'hui le sémaphore de la lutte de classe du prolétariat mondial? C'est la France. Il y a partout dans le monde, ici ou là, des dérapés sociaux, des surgissements de lutte. Mais il n'y a rien de radical, de profond, de généralisé et d'universel. Et le mouvement des Gilets jaunes, c'est quelque chose qui est en train de continuer sous des formes nouvelles. Ce matin, je ne sais pas si vous l'avez vu, on m'a envoyé une vidéo des Gilets jaunes à Paris hier. Je ne sais pas si vous l'avez vu, il y avait la technoparade, le truc des abrutis là, aux grosses caisses, et les Gilets jaunes avaient infiltré le truc, et puis il y a eu un moment de clash avec les CRS, et les Gilets jaunes ont attaqué les CRS, et les CRS couraient en laissant leurs boucliers, leurs matos, remonter dans leur camion et se sauvaient. Donc c'était une image marrante, mais derrière le côté marrant de cette histoire, c'est qu'il y a un surgissement social qui n'est pas arrêtable et qui est constamment en train de redémarrer. Mais donc, bon, je veux pas parler longtemps parce que je voudrais qu'il y ait vraiment une rencontre collective sur ce truc-là. Mais ce qui est décisif, c'est donc de comprendre ce qu'est la domination réelle, ce qu'est la domination réelle supérieure, et ce qu'est justement toute la survenue historique de ce que Marx appelle le capital fictif. Aujourd'hui, quand vous écoutez les mémorandums de l'économie politique universitaire et médiatique du crétinisme absolu, la grande mode, c'est la séparation entre l'économie réelle et l'économie financière. Les gens vous disent économie réelle, économie financière, il y a une économie réelle, et puis il y a une fictivité. Marx nous dit exactement le contraire dans le livre 3 du Capital. En domination réelle supérieure, l'économie réelle est la fictivité. C'est-à-dire qu'il n'y a pas une économie réelle avec des réseaux bancaires, financiers, usuraires qui viendraient se coller dessus et qui la détourneraient et qui casseraient l'économie réelle pour créer une économie fictive. Dans la domination réelle supérieure, l'économie fictive est la réalité dialectique de l'économie de la dialectique de la réalité. Donc le point radical qui nous oppose à toute l'empirie du capital dans toutes ses variations de l'ultra-gauche à l'ultra-droite, c'est que nous savons que l'économie réelle dans la domination réelle supérieure est devenue l'économie de la fictivité dans la fictivité de toutes les relations économiques. Et donc, ça, c'est la baisse du taux de profit, c'est la composition organique. Je rappelle qu'en domination formelle, l'équation dialectique du mouvement historique, c'est PL sur V. Le taux de plus-value, le taux d'exploitation, c'est PL sur V. On le redéveloppera dans les différentes réunions théoriques en profondeur. Le passage à la domination réelle, c'est le passage d'une subsomption formelle en subsomption réelle par l'absorption du taux de plus-value dans le taux de profit. La détermination de la domination réelle, c'est PL sur C plus V. PL sur C plus V, c'est la même chose que PL sur V, mais dans l'équation machinique et vampirique du travail mort sur le travail vivant. Et c'est le passage de cette équation de PL sur V à PL sur C plus V qui produit, par le passage de la domination formelle à la domination réelle, le surgissement réalisé de la substance de la décadence. Et dans le même temps, ça positionne toute la compréhension de la composition organique étant le rapport C
sur V, qui est la dialectique d'extériorisation de la contradiction travail vivant, travail mort au niveau du concept, travail immédiat, travail cristallisé au niveau de l'essence, capital constant, capital variable au niveau de l'apparence. Et c'est tout ce processus historique conceptuel qui permet de comprendre ce que Marx va poser dans le Capital et dans les Grundrisse, la survenue en domination réelle de l'économie virtuelle du capital. Mais l'économie virtuelle du capital est l'économie réelle de la contradiction travail vivant, travail mort. Donc, la réalité de la fictivité, c'est parce qu'aujourd'hui, le rapport C plus V, qui a fait passer le rapport PL sur V à PL sur C plus V, a modifié la totalité de la substance d'extériorisation du capital. Ça n'est plus la valorisation qui surdétermine la dévalorisation, c'est la dévalorisation qui surdétermine la valorisation. Et donc, à partir de là, on a en domination réelle la fusion du capital financier et du capital industriel. Mais quand on dit fusion, c'est pas une mécanique de rouage avec des impositions successives. Les léninistes, à travers le texte de Lénine, l'impérialisme, stade supérieur du capitalisme. Et les textes trotsko-stalinistes sur le capital monopoliste d'État vous expliquent, je ne sais pas si certains les ont lus, que le passage à l'économie financière, c'est une économie financière en tant qu'appareillage qui surdétermine l'économie réelle en tant que l'économie réelle serait un autre appareillage. Or, ce que Marx nous apprend dans les Grundrisse et dans le Capital, c'est que ce sont des substances. Lors de notre dernière réunion théorique, on a parlé de la substance, de la substantialisation. La fusion dialectique, elle est anti-appareillage. Il n'y a pas une instance mécanique, la finance, une instance mécanique, la production. Il y a une fusion qui produit une totalité organique. C'est un corps vivant, le capital. Le capital est un rapport social, c'est le corps vivant de la réification en mouvement. Et en domination réelle, la surdétermination de l'économie financière sur l'économie réelle, c'est une fusion organique. C'est pas une problématique d'appareillage. C'est-à-dire qu'il y a le corps vivant de la finance fictive est une métastase qui vient manger les rouages de la production, qui les enveloppe, qui les digère. Il y a donc aujourd'hui une substantialisation organique dans le rapport social qui crée cette surdétermination de la finance, mais qui n'est pas une surdétermination qui serait une instance ailleurs qui vient peser. Ça devient le cœur de l'industrialisation, puisque l'industrialisation est un processus de dévalorisation continue dans ce rapport où la composition organique a fait passer le rapport PL sur V au rapport PL sur C plus V. Donc aujourd'hui, la totalité du monde, et c'est ce qui ne se passe pas en 68. 68, c'est la crise de la domination réelle qui passe de la phase inférieure à la phase supérieure. J'ai fait exprès dans le texte, il y a 50 ans, d'insister sur la problématique des accords de Bretton Woods avant, pendant, après, avec toute la problématique de la dématérialisation monétaire. Aujourd'hui, le nœud de la crise industrielle, puisque nous sommes passés de la domination formelle à la domination réelle, il aura lieu dans la sphère financière, mais qui n'est pas, comme le croient tous les néo-proudhonistes, une sphère à part qui viendrait plomber. C'est la matrice substantielle organique de la substantialisation de la réification. Et là, on est dans le conceptus. La phénoménologie, l'encyclopédie des sciences philosophiques, les Grundrisse, le Capital, fusionnent dans une organicité méthodologique qui est le rapport d'autoconscience de la lutte des classes. Et on en vient à cette réalité. Qu'est-ce que le capital ? Le capital, dit Marx, c'est le rapport contradictoire que le capital entretient à lui-même. Le capital est l'historicité déterministe de son rapport contradictoire à lui-même. Le capital est rapport contradictoire du capital au capital. Et on travaillera le problème travail improductif, travail productif, etc. Tous ces éléments-là qui sont substantiels. Mais on en arrive donc au fait que la baisse du taux de profit a produit une saturation des marchés qui est gigantesque. Le capital bute sur cette saturation des marchés. Et il a donc créé la fictivité
d'un marché illusoire qui vient, grâce au crédit et à ces chaînes d'endettement successives, créer un écoulement factice à sa surproduction et le soubassement de l'économie réelle, eh bien, l'économie de la fictivité. Et l'économie de la fictivité qui a démarré dans la crise monétaire des années 71-73, s'est généralisée au niveau mondial dans le cadre de la guerre commerciale, et ça a produit le grand clash de 2008, que guerre de classe des années 80 et 90 avait prévu. On ne l'avait pas prévu parce qu'on était, entre guillemets, géniaux. On l'avait prévu parce qu'on appliquait de manière, entre guillemets, dynamique la compréhension des cycles. Et je parle des cycles au sens marxien du terme, pas les cycles de l'économie politique classique, les conneries à la Kondratiev et compagnie. Je parle des cycles historiques. Il faut toujours se rappeler que le capital n'est pas un rapport de production de marchandises. Il est un rapport social de production de l'homme aliéné dans la réification, qui produit des marchandises, mais qui sont la quantification objective de la matérialité de son aliénation. C'est donc d'abord et avant tout un rapport social. Le capital n'est pas une chose, le capital n'est pas une structure, le capital est l'automouvement de la réalisation de la réification. Et donc, 2008, fictivité totale, crise généralisée, impossibilité pour le capital de s'en sortir que par de nouvelles lignes de crédit. On a cette deuxième gigantesque crise financière qui vient travailler. Et là, nous devons prédire aujourd'hui, parce que le groupe communiste est un groupe qui transmet le passé, mais qui prédit. Alors, il ne prédit pas comme ça. Il fait de grandes prédictions qualitatives sur le temps qui vient. Il ne vous dit pas, voilà, la prochaine crise, c'est le 22 janvier, à 14h15, etc. Mais le groupe communiste est prédictif au sens où il prévoit et il anticipe, et il donne la stratégie des temps longs par rapport aux cycles historiques qui font que le capital est constamment en train de s'auto-invalider. Et donc, il va y avoir, et c'est inscrit dans la réalité de la baisse du taux de profit et dans la réalité des luttes de classe qui sont en train de surgir, le retour de 2008. 2008-2018, 2018-2020, et comment le voit-on ? On le voit dans la réalité matérielle des parcours d'extériorisation du capital à travers les jeux monétaires, à travers la géopolitique internationale du capital, et on le voit, livre 3 du capital, à travers les taux d'intérêt. Il y a aujourd'hui le livre 3 qui s'incarne dans la réalité parfaite de ce qui est en train de se passer au niveau mondial. Les taux d'intérêt sont négatifs. Mais les taux d'intérêt ne sont pas négatifs parce qu'à un moment donné, la sphère financière ne sait plus où aller. Ce n'est pas la sphère financière qui fait les taux négatifs. C'est la baisse du taux de profit d'une économie réelle, financiarisée, dans la fictivité absolue, de l'obligation des anticipations de plus-value sans arrêt recomposées, qui fait qu'à un moment donné, le capital est obligé de considérer, on en a parlé l'autre soir, c'est la chose la plus intéressante, que la circulation interbancaire, dit Marx dans le livre 3, ne peut plus fonctionner. Pour vous, la plupart du temps, dans votre quotidiennité, la banque, c'est une structure où vous allez, en tant que client, emprunter. Mais il y a une circulation d'emprunt, dit Marx, qui est beaucoup plus importante que la circulation entre les banques et les tiers. C'est le mécanisme de la reproduction bancaire lui-même, interbancaire. C'est-à-dire que les banques ne cessent de se prêter entre elles sur des investissements majeurs, et d'autant plus que la baisse du taux de profit rend nécessaire des anticipations de plus en plus gigantesques. Quand la surproduction d'automobiles était de 40 millions de voitures, les taux d'anticipation et de production fictive de plus-value étaient nécessaires, mais aujourd'hui c'est 80 millions, c'est 100 millions de voitures. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, tout se vend dans la fictivité de la saturation des marchés et de la baisse du taux de profit à travers une monnaie de singe. C'est ce que dit Marx, c'est la monnaie de singe généralisée. Mais cette monnaie de singe généralisée, à un moment donné, elle rentre dans ce que Marx appelle le processus d'auto-invalidation. La monnaie de singe auto-invalide la monnaie de singe. La fictivité du capital invalide le capital de la fictivité. Alors, c'est pas simplement une formule hegelienne.
le mouvement de la fictivité du capital détruit la fictivité du mouvement du capital. Et c'est le moment cataclysmique où le capital de la domination réelle, qui a fusionné l'industriel et le financier, ne peut que s'auto-invalider. Et on le voit comment, dit Marx, avec les taux d'intérêt négatifs. Aujourd'hui, les taux d'intérêt négatifs sont généralisés. Pourquoi ? Parce que dans les années 70, quand, par exemple, la France avait une gigantesque politique irakienne et qu'on construisait la centrale nucléaire d'Osirak, on avait une filière industrielle de pointe qui remportait des marchés. Quand HSBC et la Caisse d'épargne avaient besoin de milliards et qui rentraient en relation avec le Crédit Lyonnais ne demandait pas d'authentification. Le Crédit Lyonnais, dans l'automatisme de la circulation, de la valorisation du capital, par rapport à une réalité industrielle assise, prêtait sans problème. Aujourd'hui, les banques, quand elles se prêtent, n'ont plus d'assises, puisque la dévalorisation a tué les engagements patrimoniaux qui reproduisent la fameuse règle du PL sur C plus V, à un taux qui rend impossible la réalimentation de PL sur C plus V par PL plus V, puisqu'il y a ce que Marx appelle dans les Grundrisse la phagocytose du travail vivant par le travail mort. En 14, il y a une phagocytose de principe qui voit que désormais la plus-value relative va surdéterminer la plus-value absolue. En 1968, cette phagocytose, qui n'était que relative, elle entre dans la réalité au sens où toute la plus-value absolue qui continue d'exister est désormais vampirisée par l'infrastructure de reproduction de la plus-value relative. Mais qu'est-ce qui se passe après 68 ? Après 70, 80, 90 et qui aboutit à 98 qui aboutit à 2008, pardon. C'est que la phagocytose du travail vivant par le travail mort bloque tous les mécanismes de reproduction du travail. Le travail continue à fonctionner, mais totalement surdéterminé par la fictivité. C'est plus le travail de la réalité qui utilise les anticipations factices de la plus-value de l'épargne pour avancer. C'est l'intégralité des processus d'anticipation qui sont sclérosés dans l'infrastructure du travail mort. Et on aboutit à cette explosion de 2008 qui est compensée artificiellement pendant 10 ans par un jeu interbancaire qui effectivement va faire semblant, mais c'est ce que dit Marx, le faire semblant n'a qu'un temps. À un moment donné, le faire semblant se retourne contre lui-même et à partir de là, l'assise de la facticité elle-même s'invalide. Et on aboutit au taux d'intérêt nul. Et pourquoi les taux d'intérêt nuls ? C'est parce qu'aujourd'hui, les banques, et on est rentré dans cette phase explosive qui nous dit que ça va péter, les banques sont dans l'incapacité de croire dans la confiance patrimoniale de leurs autres alliés bancaires. Et donc, à partir du moment où tout est bloqué, il n'y a qu'une seule manière de le débloquer, dit Marx, c'est que l'État, à travers ses banques centrales, casse la mécanique qui va faire sauter la facticité en reproduisant une facticité encore plus grande, en décrétant que désormais, on va pouvoir emprunter à taux zéro, voire même à taux négatif, donc positif à l'envers. Et la semaine dernière, il y a 15 jours, la Fed a de la monnaie de singe, grâce au taux zéro, des milliards sont rentrés dans l'économie dans une facticité totale, parce que la baisse du taux de profit fait qu'aujourd'hui, dans le rapport historique tel qu'il est défini par PL sur C plus V, aujourd'hui, dans le seuil contemporain, la reproduction du rapport social de la réification ne peut plus fonctionner. Donc, il faut bien comprendre qu'on est rentré dans quelque chose de décisif. Alors, on n'est pas dans la crise terminale à son point ultime. Méthode, mesure, réflexion. Pas d'impatience narcissique. Et il y a des gens qui me disent « Alors ça va péter bientôt, est-ce que je le verrai ?» Non, ça ne se passe pas comme ça. On est rentré dans le moment, et c'est la première fois dans l'histoire du monde, dans le cadre de la domination réelle, dans l'invalidation
de la structuration, de la valorisation du capital. Le capital a mis 8 siècles pour passer du point zéro de sa domination formelle à la domination réelle. Il a mis 1 siècle et demi pour réaliser sa domination réelle. Il va peut-être mettre 60 ans ou 80 ans pour passer de l'invalidation de la domination réelle supérieure à la crise terminale qui fait qu'effectivement, il y aura renversement. La prédiction, ça n'est pas une anticipation quantitative. La prédiction, c'est une anticipation qualitative des seuils historiques par lesquels le capital s'auto-invalide. Mais notre tâche aujourd'hui, elle est d'expliquer que nous sommes rentrés dans une nouvelle phase historique. 14, c'est la décadence du capital puisque c'est la domination réelle. 68, c'est l'entrée dans la domination réelle supérieure. Et 2018-2020, je rappelle les faillites bancaires qui suivent. La Deutsche Bank, la Commerzbank. Donc ça y est, on y est. On est rentré dans la domination réelle supérieure de la crise de toute la fictivité du capital. Et le mouvement des Gilets jaunes n'a pas eu lieu en 2018 par hasard. Il est l'instant reflet, l'instant mouvement. Il faut bien comprendre que... 5 minutes et j'arrête. Il faut bien comprendre qu'il n'y a pas l'infrastructure du capital, matériel, industriel, l'infrastructure financière, fictivation, et puis... déterminant terminal, la lutte des classes. Il n'y a pas des horlogeries qui s'enclenchent. C'est pas la crise industrielle qui crée la crise financière qui crée la crise sociale qui enclenche le mouvement des Gilets jaunes. On est dans le concept, on est dans la substance, on est dans l'unité organique d'un tout vivant. C'est une réalité organique vivante. Le capital est un corps vivant. C'est le corps de notre mort, c'est le corps de notre réification, mais tout est vivant. Et donc, la lutte des classes, c'est pas un moment comme ça au bout. Le capital est le mouvement de l'implication réciproque entre le prolétariat et le capital. Et le capital est cette implication réciproque toujours reproduite dans le possible de son possible, tant que le capital peut reproduire la présupposition de son auto-présupposition, dit Marx dans les Grundrisse. Alors qu'est-ce que c'est que la présupposition de l'auto-présupposition ? Le capital est une substance, il n'est pas déterminé par un ailleurs. Il est déterminé par son propre mouvement. Il n'y a pas des déterminations externes qui font que le capital est déterminé. Le capital est né du mode de production féodal, et il s'est tout de suite autodéterminé comme auto-présupposition de sa substance. Il y a 2 temps d'auto-présupposition. Avant 14, le capital est l'auto-présupposition de son auto-présupposition en fonction des auto-présuppositions de l'antériorité. Le capital ne peut pas naître dans le mode despotique oriental. Le capital ne peut pas naître dans l'économie antique esclavagiste. Le capital ne peut naître que de la féodalité. Mais le capital n'est pas la féodalité. L'auto-présupposition du capital est donc née de l'auto-présupposition du mode de production féodal. Mais à un seuil donné, le capital ne peut pas naître sous Clovis. Il peut naître sous Louis XV. Il peut y avoir la Banque-Lo, le Canada, les marchés coloniaux américains sous Louis XV. Il ne peut pas y avoir ça sous Clovis. Donc, le capital est l'auto-présupposition qui vit de ses auto-présuppositions extérieures. Et pas simplement, comme le dit Rosa Luxembourg, des marchés, mais du monde, de l'imaginaire, des rapports sociaux, des rapports émotionnels, de la totalité du monde. Le capital est donc l'auto-présupposition de ses auto-présuppositions antérieures. Et en domination réelle, il les balaye et il devient l'auto-présupposition de son auto-présupposition présente à lui-même. Il est donc la substance du monde. Mais cette substance du monde, à un moment donné, elle s'auto-invalide, et elle s'auto-invalide dans son procès de caducité, parce que est cassée l'implication réciproque par laquelle le prolétariat crée le capital et le capital crée le prolétariat. Mais l'implication réciproque est elle-même surdéterminée conceptuellement dans le conceptus de toute la dialectique valorisation-dévalorisation par l'auto-présupposition de l'auto-présupposition. L'auto-présupposition de l'auto-présupposition, c'est le moment où PL par C plus V s'auto-invalide parce que la présupposition de PL est invalidée par l'auto-présupposition de C plus V. Et
À un moment donné, C plus V, la composition organique, devient la composition organique de l'inorganicité advenue du capital. Et c'est ce renversement dialectique qui fait la crise du rapport social global. Et la crise du rapport social global, c'est la crise du prolétariat en tant que prolétariat asservi. Et c'est parce qu'il y a la crise du prolétariat comme réalité globale d'asservissement que le prolétariat peut produire l'autonégation. Donc tout est lié dans ce parcours-là, et tout commence à se matérialiser à partir de 2018-2020, parce que nous entrons dans la crise de l'auto-présupposition de ce qui a créé la fusion entre le capital financier et le capital industriel dans la domination réelle. Et ce que nous avons vu avec les Gilets jaunes, c'est le premier temps de se manifester. Mais le premier temps, dit Marx, n'est jamais le bon temps. Le premier temps, c'est ce par quoi le prolétariat qui s'oppose au capital en tant qu'il est encore le capital qui n'a pas réalisé son auto-présupposition abolitionniste de son autodéfinition. Donc c'est les temps qui viennent en fonction de la matérialisation objective de la crise financière qui vont faire repartir les gilets jaunes, qui s'appelleront plus les gilets jaunes, qui créeront d'autres ouvertures, qui créeront d'autres perspectives. Et là, on aura un rôle décisif parce qu'on doit faire effectivement le lien objectif entre les luttes passées, les luttes présentes et les luttes à venir. Et quel est le rôle des minorités communistes? Le rôle des minorités communistes, c'est d'intervenir dans la lutte pour la clarification en faisant transmission de ce que nous savons déjà, mais que le prolétariat de base ne sait pas. Ce sera intéressant quand on va rencontrer... Alors je suppose que vous avez validé l'adhésion de dans les formes où elle va être reçue par 2 personnes, etc., etc. Mais on aura aussi en fin de matinée à se poser la question, comment répond-on à l'invitation des Gilets jaunes constituants qui veulent qu'il y ait une rencontre entre une délégation de chez eux et une délégation de chez nous. Ils partent sur l'idée des municipales avec des listes radicales pour les municipales. Bon, c'est toutes les conneries du capital, mais c'est normal, dit Marx. Le mouvement refait toujours les erreurs du passé. Donc ils repartent dans l'autogestion de la merde municipaliste, etc. Et là, on va avoir un rôle important. Dans cette rencontre qu'on aura avec eux, on aura le rôle de passeur de conscience, de passeur d'expérience. Mais non, mais le capital, il a déjà fait ça plein de fois. Et nous, on est là pour rappeler que... Et c'est là où l'intervention des communistes est décisive. Le manifeste, il représente la fraction la plus résolue et la fraction la plus consciente, parce qu'ils ont un avantage sur le reste de la classe, c'est qu'ils connaissent les fins générales du mouvement en son ensemble. Alors, ça ne nous donne aucune prérogative. C'est pas nous qui créerons le mouvement communiste. On ne sera jamais des chefs, à bas toutes les hiérarchies. Mais le refus de toutes les avant-gardes ne met pas à zéro l'importance de la contribution des minorités communistes. On a une contribution extrêmement importante, et là, on va pouvoir l'expertiser dans cette rencontre des Gilets jaunes. Bon, il y avait encore plein de trucs à dire sur la crise, mais bon, faut que je m'arrête, parce que... Excusez-moi si j'étais un peu long. Ouais, non, merci, même. Merci plutôt. Comment ? Plutôt merci, plutôt que s'excuser. Oui, c'est intéressant parce que justement au moment précis où il y avait les Gilets jaunes, le 17 novembre, la même semaine, il y avait, on parlait ralentissement nul de la Chine, destruction du capital allemand, récession en Italie, etc. Donc tous les mecs qui nous parlent aujourd'hui, parce qu'il y en a maintenant, il y en a beaucoup qui disent oui, vous avez vu la planche à billets, etc. La planche à billets, c'est la planche à billets. D'où vient la planche à billets? Bah, c'est juste les méchants banquiers. Et même beaucoup, il y a beaucoup de Gilets jaunes qui, parce que de la marche, il était très relayé par Chouard, etc. Chouard, il est exactement dans le même truc. Et il y a eu beaucoup de relayements dans les groupes Gilets jaunes sur la planche à billets, etc. Ce qui est dingue aujourd'hui, c'est que tous ces gens-là qui disent la loi 73, en mode si on démocratisait l'État, on abolit la loi et du coup on a l'argent gratuit, on se pose plus de questions économiques puisque le prolétariat c'est ce qu'il veut puisqu'on imprime de l'argent. Aujourd'hui, non seulement il y a même plus la loi 73 parce que c'est même plus genre les États sont les esclaves des marchés financiers, ils empruntent avec des taux d'intérêt, c'est même plus 0%, c'est-à-dire avant 73, oui. C'est encore pire. Donc leur truc, on abolit la 73, on est dans une situation qui est encore plus loin dans la restauration de ce truc-là et qui montre que si on démocratise ces trucs-là, on accélère encore plus la dévalorisation. Et la situation dans laquelle on arrive aujourd'hui,
c'est toute la crise qu'on commençait à avoir à partir de la fin de l'année dernière avec les Gilets jaunes, on parlait ralentissement de l'Allemagne, ralentissement de l'Italie, etc. C'est vraiment cette dévalorisation industrielle qui pose la nécessité des taux d'intérêt et qu'ils n'ont pas leur réalité en eux-mêmes, quoi. S'il y a 5 ans, on avait dit la Commerzbank va fermer, la Deutsche Bank va licencier, les gens vous auraient dit mais ils sont fous. Ça y est, on y est. Et en plus, par rapport à la Commerzbank et la Deutsche Bank, c'est peut-être les banques les plus endettées à l'échelle européenne, et ils ont essayé, ils avaient essayé de compenser cette crise-là en essayant de fusionner. Et ça a été empêché par l'Union européenne en disant, on voit bien qu'il y a une accélération, justement. Et il faudra peut-être se poser la question aussi, parce que récemment, il y a eu le G7, les invitations, l'Iran, Poutine qui était avec des discussions pour les investissements français en Russie, avec des positions par rapport à l'Iran qui en apparence ont l'air un peu plus conflictuelles. Donc est-ce que il y a une accélération est-ce que le front capitaliste européen commencera à mettre des limites Je vais laisser parler les autres. Je vous répondrai parce qu'il y a eu beaucoup de choses importantes au cours des dernières semaines. Vous avez entendu que Macron a parlé de l'État profond. Donc la géopolitique du capital est en train de s'organiser. Il y a des choses qui se disent, mais j'y reviendrai après dans un deuxième temps pour que chacun parle d'abord de la manière dont il voit la situation présente. Ce que tu disais hier soir quand on a parlé un peu de la fictivité, justement on a parlé. Là, clairement, il va y avoir une crise cataclysmique. Très probablement qu'il y aura de grands instituts bancaires ou financiers qui vont faire faillite. Et les banques centrales vont devoir, il y aura certainement, ils vont fermer les banques, je pense, bloquer les comptes ou ce genre de choses. Et les banques centrales, pour tenir les marchés, vont devoir imprimer une quantité d'argent, on ne sait pas la quantité. Mais ça a déjà commencé parce que, alors, on va y revenir, mais bon, vous savez, il y a une gigantesque arnaque de fictivité. C'est pas une arnaque de méchants banquiers, c'est l'arnaque de la dévalorisation du capital. Vous avez tous autour de vous des personnes qui ont 60 ou 70 ans, qui ont investi dans l'assurance retraite. Bon, ce truc est en train de complètement s'auto-invalider. Et dans les mois et les années qui viennent, même si vous avez 6 000 € sur votre compte, la banque va pas vous les donner. Ah ouais, d'accord. Il faudra prévenir 15 jours avant que vous voulez aller chercher 2 000 €. Il y a plus de liquidité dans les banques. C'est tout fictif, ouais. Et du coup, Aujourd'hui, il n'y a plus de liquide. Ah déjà, ça commence. La quantité d'argent qui va devoir être imprimée par les banques centrales pour essayer de tenir les marchés va peut-être atteindre un seuil objectif qui va faire imploser la monnaie, dans le sens où on va atteindre un seuil de contradiction entre la fonction de mesure des valeurs et la fonction moyen de circulation, en tant que même la valeur qui sera incarnée en les marchandises ne pourra même plus s'incarner en le rapport social, parce qu'elle n'aura même plus la monnaie en tant que la valeur objectivée dans laquelle la valeur des marchandises peut s'incarner, ne trouvera même plus en face son équivalent universel qui permet de s'incarner. Et c'est là où le rapport social s'effondre, en tant que la monnaie passe pour avoir de la valeur intrinsèque, alors qu'elle n'a aucune valeur. C'est le rapport social qui fait valeur fictive. Ça va aller. Je ne sais pas si c'est très clair. En fait. Non, mais c'est très clair. C'est-à-dire que la monnaie, bon, c'est un moyen de circulation. La monnaie, c'est la mesure des valeurs. Mais à un moment donné, elle devient l'auto-abolition de son auto-présupposition en tant que mesure des valeurs. Puisque la dévalorisation en domination réelle supérieure a totalement invalidé la valeur, puisque la dévalorisation a pris le pas sur la valorisation. Donc à un moment donné, la mesure des valeurs se nie en tant que mesure des valeurs, puisqu'elle dit « je ne suis plus mesure de rien », puisque tout est faux. C'est vers ça qu'on va. Après, la question, c'est si demain, par exemple, en 2020, la crise, le cataclysme arrive, la grande crise arrive, et les grands numéraires tels que le dollar ou l'euro s'effondrent. Est-ce que le capital a les moyens de produire une structuration supérieure? Alors, je ne sais pas, avec une
nouvelle monnaie, une banque centrale mondiale, un institut supérieur qui permettrait de repartir sur un cycle d'accumulation et de surmonter la crise qui arrive. Alors là, Marx nous répond, il n'y aura pas le capital ne pourra produire une reproduction supérieure, enfin une restructuration supérieure que s'il écrase le prolétariat. C'est donc là où il n'y a pas l'économie, la finance, la lutte de classe, l'idéologie, le capital et le rapport social de la totalité historique du temps présent. Donc, ce qui s'est passé avec les Gilets jaunes en France en 2018 va se passer partout quand il y aura le mouvement de cataclysmisation de l'économie. Le problème, c'est que là, il y aura une vraie lutte de classe à l'échelle mondiale, et c'est en fonction du résultat de cette lutte de classe et la guerre, parce qu'il y a la lutte de classe, la guerre, et c'est ces configurations stratégiques-là qui nous donneront la réponse. Est-ce que le capital écrase le prolétariat et repart sur... À partir du moment où il écrase le prolétariat, il repart sur un cycle. Et avec toutes les déstructurations, il élimine lui-même sa facticité. Quand les bombardiers américains ont détruit toutes les villes allemandes, ils ont détruit la surproduction de marchandises. Et après, le plan Marshall a redémarré. Donc il peut redémarrer. Mais ce qui sera décisif, c'est la lutte de classe. Dans quelle mesure il peut détruire la surproduction aujourd'hui ? Il l'a détruit déjà avec... quand vous voyez, alors on y reviendra tout à l'heure sur la géopolitique, faites un voyage en arrière et visitez l'Irak en 1970. Chirac vient de mourir. Quand Chirac rencontre Saddam Hussein et que la France développe toute l'infrastructure irakienne, les hôpitaux, les aéroports, les stations d'assainissement des eaux, les ponts, les camions de pompiers, les ambulances. La France se développe en Irak. L'Irak est le pays le plus moderne de la région. La Troisième Guerre mondiale a déjà commencé dans des déstructurations massives et des destructions absolument généralisées de valeurs, de survaleurs. Et la guerre au Moyen-Orient, c'est bien évidemment l'axe américano-sioniste dans le cadre d'une recomposition stratégique, mais c'est la déstructuration et la destruction, mais de quantités énormes de valeurs dans les bombardements, les destructions, etc. Allez sur Internet et visitez l'Irak dans les années 70. C'est plus moderne que l'Espagne aujourd'hui. Donc il faut bien comprendre que tout ça, la guerre a déjà commencé depuis un bon moment. Ce retour à la... Excusez-moi, j'aimerais juste revenir sur la main parce que je n'ai pas été très claire quand vous dites... là c'est un manque de lecture, mais c'est pas grave, puisque la question c'était est-ce que au moment de la prochaine crise il y aurait en potentialité une restructuration supérieure du capital, et vous dites que Marx répond seulement s'il y a écrasement du prolétariat, mais le prolétariat est aujourd'hui déjà écrasé. Dans quel écrasement supérieur pourrait-il y avoir? Alors il n'est pas écrasé. Le capital a perdu en mai 68. Le prolétariat, pardon, a perdu en mai 68. On est rentré dans une phase de contre-révolution. Mais passé une génération, on a un nouveau prolétariat. Et les gilets jaunes ne sont pas écrasés. Donc l'affrontement de classes produit par la crise, il n'a pas eu lieu. C'est-à-dire que si vous voulez, pour qu'il y ait la Seconde Guerre mondiale, et pour qu'on militarise le prolétariat, il a fallu l'écraser dans l'antifascisme. En Italie, en Allemagne, en Espagne. C'est-à-dire que le prolétariat part au grand charnier de 1939 parce qu'il y a eu un embrigadement et qu'il a été écrasé socialement. Là, le prolétariat, il est intact. Il y a une phase de reflux dans le mouvement des Gilets jaunes, mais l'affrontement décisif n'a pas eu lieu. Donc le prolétariat est encore une force intacte, même si c'est une force qui est en léthargie. Mais du point de vue de la lutte de classe, il n'est pas écrasé. L'écrasement du prolétariat, quand il va avoir lieu, ce ne sera pas les flashballs de Castagnère. Ce sera les chars, les mitrailleuses, les hélicoptères de combat. Le prochain affrontement de classe sera un affrontement dans des réalités militaires incroyables. Quand vous relisez la Commune de Berlin en 1919 et que vous voyez l'intervention des corps francs sur Rosa Luxembourg et les spartakistes, c'est rien par rapport à ce qu'on va se prendre sur la gueule quand le surgissement révolutionnaire va se mettre en mouvement. Donc on s'entraîne.
Non, alors ça c'est le virilisme débile. Je veux dire que, mais non, mais c'est vrai. Il y a des gens, je m'entraîne dans des salles de combat parce qu'un jour il va y avoir un affrontement. L'affrontement est social, il n'est pas musculaire et individuel. C'est la force combattante du prolétariat conscient. On paralyse pas le capital parce qu'on aura fait beaucoup de karaté. On paralyse le capital parce qu'il y aura une force sociale qui paralysera la force sociale inverse. Quel est le lien entre les chars et les mitraillettes qui vont écraser le prolétariat et la relance, la résolution du problème un peu du capital fictif? Je n'arrive pas à voir comment ils vont influencer l'un sur l'autre finalement. Alors, le capital est un rapport social total. Quand je définis PL sur V, si je suis à la fac, instrument industriel de construction de l'idiotie généralisée, mes profs d'économie vont me dire bah oui, ça s'appelle le taux de plus-value. Si j'ai un prof un peu moins idiot, il va me dire le taux de l'exploitation. Mais il me dira jamais c'est le seuil de lutte de classe. Ce que Marx a montré, c'est que derrière le taux de plus-value, derrière le taux d'exploitation, derrière le taux de profit, j'ai pas simplement un indice de rentabilité industrielle. J'ai la réalité matérielle de ce qui fait la lutte de classe. Et cette réalité matérielle qui fait la lutte de classe, elle n'est pas coupée de la crise industrielle et financière, c'est-à-dire de la crise totale. Elle est dedans, c'est un dialogue permanent. C'est une dialectique interne. La lutte de classe influe sur la déstructuration financière et industrielle. La déstructuration financière et industrielle influe sur la lutte de classe. C'est un dialogue historique où toutes les catégories du capital se parlent dans des déterminations réciproques. Et donc, à un moment donné, le capital, au bout de cette dialectique des taux d'intérêt négatifs, va totalement invalider la capacité de reproduction. Marx, là, a des formules dialectiques hegéliennes. Il dit c'est le moment où le mouvement de l'économie ne peut plus reproduire l'économie de son mouvement. Mais cette dialectique circulaire, elle nous dit qu'à un moment donné, dans cette gigantesque auto-explosion du capital, il y a l'auto-surgissement radical de la lutte de classe. Et c'est lié. Il n'y a donc pas une crise économique d'un côté et une crise sociale de l'autre. Tout ça se joue en même temps. Et ce qui va être décisif, d'ailleurs on l'a bien vu, au moment des Gilets jaunes, les deux samedis, au moment des deux samedis les plus intensifs, Macron avait un hélicoptère, il était prêt à partir, et dans les quartiers d'affaires parisiens, les conseils d'administration les plus centralisés étaient prêts à se barrer en province. C'est-à-dire qu'à un moment donné, la fictivité du capital qui génère la dialectique obligatoire du quotidien, elle s'auto-arrête parce que la crise sociale fait que même le président se barre en hélicoptère. Donc, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'à un moment donné de l'intensification de la lutte de classe dit l'intensification de la crise sociale par laquelle, pour reprendre Marx, l'économie de la crise ne peut plus reproduire la crise de l'économie. Moi, j'ai une question par rapport à ce que vous disiez quand vous dites, en gros, il y a la crise sociale et le capital s'auto-arrête. Parce que juste avant, vous avez dit violence. Et du coup, la question c'est, est-ce que finalement, effectivement, il y a une crise, on est tous dehors, ça se stoppe un peu immédiatement, ou on en passe par une période de lutte extrême où finalement c'est un peu l'armée actuelle contre le prolétariat français ou mondial. Alors, quand je dis le capital s'auto-arrête, Marx emploie aussi la formule de paralysie. C'est pas la tasse qui tombe. Hein. C'est un rapport social d'auto-paralysie. Le capital s'arrête, ça ne veut pas dire que d'un seul coup, il n'y a plus d'histoire. Il ne peut pas reproduire la dialectique de sa reproduction. Et c'est ça qui fait surgir le mouvement du prolétariat. Mais souvent, vous avez dû entendre ça ou voir ça sur le site, etc. Les gens disent s'il y a une crise cataclysmique et qu'il y a un procès déterministe de caducité, il n'y a rien à faire. Alors, à la limite, le capital va tomber tout seul.
Non, c'est pas du tout ça. La crise terminale en tant que procès de caducité, c'est pas le capital qui tombe. C'est l'automouvement du capital qui ne peut pas se reproduire et qui, parce qu'il ne peut pas se reproduire, fait surgir le mouvement du prolétariat. Et pas un mouvement du prolétariat passif enclenché par la mécanique du capital qui tombe. Mais c'est une interaction. Pour ça que la formule la plus importante, quand Marx dit le capitalisme, c'est l'implication réciproque entre le prolétariat et le capital, implication réciproque. Si vous voulez, à la limite, c'est pareil qu'un couple. Dans un couple, la dialectique du maître et de l'esclave, le couple, c'est aliénations. C'est jamais le monsieur ou la dame qui. Il y a une implication réciproque pathologique dans tous les couples. Il y a une implication réciproque aliénatoire dans le rapport prolétariat-capital. C'est pas le prolétariat qui détermine le capital, c'est pas le capital qui détermine le prolétariat, il s'auto-détermine dans une réciprocité implicative qui s'appelle la dialectique valorisation des valorisations. Donc, à un moment donné, cette dialectique, elle s'auto-invalide, et parce qu'elle s'auto-invalide, le prolétariat s'auto-invalide. Mais le prolétariat, quand il s'auto-invalide face à un capital qui détient non plus les moyens de reproduire la valorisation, mais qui détient les moyens de répression. Marx dit à la fin du procès de circulation de l'aliénation, qu'est-ce qui reste au capital? Les forces de répression. Oui, mais les forces de répression, c'est aussi du prolétariat. Alors non, c'est pas du prolétariat, c'est peut être des fils de prolétaires, mais c'est pas des prolétaires. Par contre, ce que je voulais simplement demander et dire, c'est que quand la crise bancaire va s'intensifier, toutes les structures, même militaires du capital, ne vont plus pouvoir reproduire la conservation de la classe capitaliste. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, quand on discute avec des mecs qui sont dans l'armée, ils font des heures pas possibles et ils sont même pas payés. Et quand la crise bancaire va s'accentuer, ils ne sont pas payés du tout. Donc au bout d'un moment, même la reproduction de la structure militaire du capital sera plus possible. Si, parce que le capital a toujours des lignes de prévision budgétaire spéciales, même sur des monnaies spécifiques à lui, à travers des coopératives, des centres de production. Il y aura un bordel généralisé, par exemple, dans les villes. Vous imaginez la mégapole parisienne. Paris, 10 millions d'habitants. Si pendant 3 jours, les camions Auchan, Carrefour n'arrivent plus, au bout de 4 jours, il n'y a plus un pot de miel dans un magasin à Paris, il n'y a plus rien. Il y a des stocks militaires clandestins. Si vous voulez, au moment où on sera dans le grand affrontement et que les prolétaires n'ont quasiment rien, le dispositif répressif a déjà prévu, lui, des stockages de la même manière que l'armée a des stocks d'armement. Elle a plus les moyens qu'elle avait avant, mais par exemple sous l'Élysée, vous avez un PC ancien PC atomique avec des centaines et des centaines de kilos de bouffe. Mais il n'y a pas que le PC de l'Élysée. Il y a plein de PC. Et le militaire qui n'a rien, s'il a déjà ça, il aura ça. Non, mais parce qu'il a pris son jouet que tu as mis à sa portée. Je voulais savoir, justement, dans l'affrontement qui se généralisera militairement, est-ce qu'il n'y aura pas justement en même temps, comme il y a eu en Espagne, un processus de colonisation en même temps? Ah ben mais si, alors là, vous ouvrez des portes ouvertes. Non, Guillaume, vous dites que ça va être militairement affreux. Mais non, mais le prolétariat n'accomplira pas de tâches militaires. Il accomplira des tâches d'autodéfense contre l'action militaire de l'État. Mais il n'y aura pas on va à la barricade ou on va faire de la permaculture. Il y aura des coopératives, il y aura des conseils de défense, il y aura des camarades qui s'occuperont du ravitaillement, des camarades qui s'occuperont de la communisation aussi, parce que il y aura déjà des bons de travail anti-argent et il faudra distribuer. Donc, si vous voulez, il n'y a pas d'un côté l'affrontement avec l'appareil militaire de l'État et de l'autre côté la communisation. L'affrontement avec l'appareil militaire de l'État fait partie de la communisation, puisque c'est le mouvement d'autodéfense de ceux qui déjà vont commencer. On l'a vu en mai 68 à Nantes, hein, les tracteurs arrivaient, il y avait des camarades qui sur les barricades empêchaient les CRS d'avancer, de l'autre côté les paysans ravitaillaient. C'est ce que James racontait. Voilà. Donc le prolétariat, dans son mouvement d'offensive, aura une intelligence pratique extrêmement fine. Il y aura la communisation globale qui touchera aussi bien l'alimentation que l'autodéfense, que tout.
y a une question qui revient souvent à propos de l'engagement J'ai mis communiste son jouet en dessous. et du devenir communiste. La question c'est, si le capital peut toujours repartir sur un nouveau cycle quelque part, à quoi bon, comment se positionner là-dedans? Et c'est un peu la distinction entre la certitude que l'émancipation humaine ne peut advenir que dans le communisme et la réalité qui fait qu'on ne pourra peut-être jamais le vivre. Mais nous ou les humains? Nous. À nous? Mais non. C'est-à-dire, non mais justement, c'est le questionnement qui revient souvent. Et c'est dans Oui, mais alors, le questionnement, il a toujours lieu chez des gens qui n'ont pas lu. C'est toujours une interrogation subjective, poétique et lyrique de gens qui sont jamais rentrés dans le capital, jamais rentrés dans les Grundrisse. On le voit en réunion théorique, à un moment donné, la rente foncière romaine est tombée. La rente féodale est tombée. Et la rente industrielle du capital va tomber. Parce qu'il y a des nécessités objectives qui font qu'à un moment donné, la rente foncière romaine ne peut plus fonctionner, objectivement. Alors le problème, c'est que peut-être que nous, on ne le verra pas. Peut-être que ce seront nos enfants. Mais on est rentré dans une objectivité qui fait que nous sommes entrés dans la phase finale. Et de toute manière, si vous bossez le capital, et c'est pour ça qu'il faut le bosser, parce que c'est pas un état d'âme. Est-ce que toi, tu penses qu'un jour, toutes les conneries à la Kamat, un jour, Kamat, il a capitulé, il a dit, on pourra pas changer le monde. Hein. Le capital nous a absorbés, c'est fini. Ah oui. Sauf que si Kamat avait compris PL sur C plus V, il dirait pas des conneries comme ça. Parce que objectivement, à un moment donné, il y a une matérialité pratique qui rend l'équation PL sur C plus V impossible, parce que C plus V invalide PL. De la même manière qu'à un moment donné, les latifundia romaines ont invalidé le fundus romain. On le verra au moment quand on va faire Rome. Vous verrez que Rome n'est pas tombée simplement parce que les barbares, la décadence, Caligula, tout ça, c'est des périphénomènes. Rome est tombée parce que les latifundia se sont invalidés. Et à un moment donné, la rente foncière féodale, en 1648 en Angleterre, c'était fini, elle est tombée. Puis en France, en 1789, elle est tombée. Donc tout système d'aliénation a une naissance, une croissance et une mort. Donc est-ce que Johan et Francis, alors vous avez plus de chance que moi, j'ai 62 ans. Moi, est-ce que je vais le voir sûr? Il me reste plus beaucoup de temps. Hein. Mais vous avez plus de temps que moi, donc vous êtes plus en situation de pouvoir le voir. Mais la question, c'est pas est-ce que moi, narcissiquement, je vais le voir? Bien sûr, je préférerais le voir. Le truc, c'est, on est rentré dans la phase qui commence l'objectivité d'invalidation du capital. Alors cette phase, elle va mettre 20 ans, elle va mettre 30 ans. Ça, on ne peut pas le savoir. On le saura au fur et à mesure. C'est pour ça que Hegel dit, l'oiseau de Minerve se lève toujours à la nuit tombée. Il y a une différence essentielle entre les sciences mortes du capital et la dialectique, c'est que les sciences mortes du capital analyse des phénomènes reproductibles en laboratoire infiniment reproductibles. La science peut reproduire à l'infini les mêmes mécanismes reproductifs parce qu'elle travaille sur des quanta où il n'y a pas d'intentionnalité historique. L'histoire est la seule matière où il y a l'intentionnalité. Il n'y a pas d'intentionnalité sur des cellules sur lesquelles vous travaillez dans un laboratoire de biochimie. Si vous trouvez une combinaison logique entre A et B, vous pourrez la reproduire à l'infini dans votre bocal. L'histoire, c'est pas ça. L'histoire, c'est quelque chose qui produit à chaque instant du nouveau. Il ne peut donc pas y avoir de science de l'histoire, puisque l'histoire est anti-reproductible. Il y a des tendances qui se reproduisent au sens où il y a toujours des coups de poignard dans le dos entre les sénateurs à Rome et aujourd'hui, etc. Mais au niveau des formations sociales et du mode de production, l'histoire est innovation radicale. Donc il ne peut pas y avoir de science de l'histoire. C'est pour ça que la prédiction et l'anticipation dialectique, elle donne les grandes directions dialectiques qualitatives, mais elle ne peut pas vous donner les seuils quantitatifs. On peut dire que là, ça y est, 2018-2020, baisse des taux d'intérêt négatifs, on rentre dans le grand maelstrom de la décomposition financière, mais on est incapable de pouvoir dire si, à partir de là, ça va péter au niveau mondial en 23, en 25 ou en 2030. On le dira au fur et à mesure que ça avance, parce que l'intentionnalité dialectique ne se révèle qu'en temps réel.
parler un peu plus fort parce que j'ai l'esclavage est tombé, mais il n'a pas produit le communisme. Il ne pouvait pas. Le capitalisme est tombé, il n'a pas produit. Mais peut-il que le capitalisme tombe et ne produise pas le communisme? Peut-il qu'à la fin du cycle, il ne se produise pas? Parce que, alors c'est ce que montre Marx, si vous voulez, le capitalisme est par essence le dernier mode de production aliénatoire de l'histoire. Il y a eu des modes de production qui usaient de l'argent, qui usaient de l'aliénation, qui usaient du pouvoir, qui usaient de l'imposture. Le capital est la concrétion absolue de tout ce que les modes de production antérieurs ont pu connaître. Il est la forme la plus paroxystique de la réification de l'argent et du totalitarisme de la valeur d'échange. Donc, à partir du moment où la valeur d'échange a sa crise terminale, elle ne peut ouvrir qu'un chemin à autre chose, puisqu'elle s'est auto-invalidée mondialement en tant que pratique sociale possible. Mais pour comprendre ça, il faut comprendre que c'est une organicité historique. C'est pas un choix administratif. C'est-à-dire que quand le capital va tomber, les gens ne vont pas se réunir autour d'une table, on va dire alors, on fait autre chose ou on refait la même chose, mais sans les effets négatifs de... L'histoire est une tempête historique, à partir de pérégrination, d'invalidation, et donc à partir du moment où l'esclavage est mort dans l'économie antique, on n'a pas pu repartir à l'esclavage. On est passé au servage. Et à partir du servage s'est décomposé, on n'a pas pu reprendre l'esclavage. On est passé au salariat. L'histoire ne repasse pas les plats. Quand un mode aliénatoire s'écroule, on ne peut plus revenir en arrière. Mais on ne peut pas produire en arrière, mais on peut produire autre chose qui ne serait pas le communisme. Ben non, puisqu'on a connu tous les modes de production aliénatoires possibles et que le capital, alors c'est la fameuse introduction de 1857 et le mode de production terminal qui contient toutes les productions antérieures, quand le mode de production aliénatoire de l'argent va invalider l'argent, on ne va pouvoir produire que l'anti-argent. Donc c'est nécessaire. On va là-bas. Ah ben, alors c'est pour ça que Marx dit, il y a des gens qui vous disent le déterminisme. Alors vous êtes déterministe absolu. Ah oui, il n'y a pas de déterminisme relatif. Le déterminisme est absolu par nécessité. Seul est possible ce qui est nécessaire. Seul est possible ce qui est nécessaire. Et le nécessaire, c'est ce qui ne peut pas ne pas être. Oui, en 14-18 et 39-45, il fallait écraser le prolétariat pour justement relancer la destruction, détruire tout le capital qui s'était cristallisé, donc les usines, les routes, les machins, et puis même le prolétariat excédentaire qui justement était devenu un capital circulant qui ne circulait plus. Et du coup, c'est pour ça qu'il fallait écraser le prolétariat pour l'envoyer à la guerre et dans la destruction, pour relancer un cycle. Mais est-ce que on en avait un petit peu parlé par rapport à l'Union européenne, et comme quoi la Troisième Guerre mondiale avait déjà débuté? Est-ce que le capital a des destructions qui ne seraient pas entre guillemets militaires, ou justement pour liquider une partie du capital ou pour refaire circuler, ou pour comme une sorte d'autodestruction, on fait une chimiothérapie pour repartir sur un nouveau cycle de croissance? Il y aurait des destructions qui ne seraient pas nécessaires ou il y a des destructions diplomatiques ou commerciales, on en a déjà parlé avec l'Europe de Bruxelles. Dans les années 1940, l'Angleterre et les États-Unis ont détruit l'industrie allemande. Alors, très relativement, parce que le capitalisme allemand avait construit toutes ses usines en deux parties. Une partie externe, une partie souterraine. Et la production de chars pendant la Seconde Guerre mondiale du côté allemand a atteint son top en 1943, alors que c'était la phase de déstructuration complète. Quand vous voyagez en Allemagne en 1943, il n'y a plus de villes. Et toutes les usines sous terre produisent du char. L'année où il y a le plus d'avions produits, le plus de chars, le plus de sous-marins, c'est 1943, qui est l'année la plus intensive de bombardement. Mais bon, en France, Alstom, il n'y a pas eu besoin de le bombarder. On l'a bombardé par General Electric. Il y a 15 ans, la France est le premier producteur mondial agricole. Aujourd'hui, la France n'est plus que le 6e ou le 7e.
Il n'y a pas eu besoin de bombarder les territoires de la Beauce, etc. Donc, si vous voulez, la guerre, et ça Marx le montre, plus le capital rentre en domination réelle, plus les interpénétrations financières, bancaires et internationales permettent des destructions à distance. On n'a plus... Les opérations militaires conservent toute la capacité, toute la puissance de leurs impacts. Mais par exemple, quand Mitterrand accepte en 1990 la première guerre du Golfe, qui est la plus terrible, non seulement il participe à la destruction de toutes nos industries de pointe déjà installées en Irak, mais en même temps, par les jeux diplomatiques du blocus et de tout ce qui va résulter de cette première guerre du Golfe, il tue les entreprises françaises. Là, par exemple, Renault n'a pas besoin d'être bombardé par les Américains. À partir des blocus interbancaires et à travers toute la géopolitique dictatoriale du billet vert, Renault ne vend plus que clandestinement des Renault en Iran et les usines de montage se sont arrêtées. Donc il faut bien voir que la guerre militaire a toujours sa centralité opératoire pour le grand nettoyage, mais avec la domination réelle, la guerre a pris plein de formes diversifiées. Merci. Juste un petit complément là-dessus. Les bombardements de 39-45, il fallait qu'il y ait un écrasement du prolétariat pour les rendre possibles. Ces écrasements-là, on n'a pas besoin d'enrégimenter le prolétariat pour aller effectivement à Verdun faire la destruction des... Bien sûr. Donc est-ce que là, il n'y a pas des sphères de destruction qui s'accélèrent, qui quelque part s'autonomisent en dehors du... Ça s'autonomise pas. C'est complètement la substance du capital. C'est-à-dire que si vous voulez, il y a une autonomisation, c'est celle de la valeur d'échange. La valeur d'échange s'est autonomisée dans l'histoire depuis le néolithique, c'est pour ça qu'on est aliéné. L'autonomisation... Oh, ça suffit! Je vais mettre dans la voiture. L'autonomisation de la valeur d'échange, c'est pas simplement la valeur d'échange matérielle de la réification objectale. L'autonomisation de la valeur d'échange, c'est que les couples sont encore plus en situation de stress et d'angoisse aujourd'hui qu'il y a 50 ans. L'autonomisation de la valeur d'échange, c'est l'autonomisation narcissique du sujet. C'est la relation parent-enfant. La relation parent-enfant est de plus en plus débile. L'enfant est un médicament, l'enfant c'est ce que le couple n'arrive pas à faire, qu'il fait en substrat compensatoire et médicamenteux. C'est ça, l'autonomisation de la valeur d'échange. L'homme est de plus en plus réifié, l'homme est de plus en plus en déliquescence, parce que l'autonomisation de la valeur d'échange s'étend sur le monde. Donc ça existe. Mais rien ne s'autonomise de la valeur d'échange autonomisée. Tout est valeur d'échange autonomisée dans l'autonomisation aliénatoire de la réification du sujet. Donc, la politique ne s'autonomise pas, la banque ne s'autonomise pas, l'écologie ne s'autonomise pas, la médecine ne s'autonomise pas. Tout est dans l'autonomisation aliénatoire de la valeur d'échange en tant qu'appendice de l'autonomisation. Mais il n'y a pas d'autonomisation dans l'autonomisation. Si jamais demain, le capital, on disait, se restructure, il faut qu'il écrase le prolétariat. J'ai une question. Est-ce que le degré de force productive a atteint un certain seuil que du point de vue de la haute technologie de production, ça n'invalide pas une bonne valorisation? Alors, ça c'est important, parce Marx répond en dernière instance, c'est en même temps. Je ne sais pas si vous vous rappelez l'introduction de 1857. Il dit, ça dépend. Alors, ça dépend. Ça ne veut pas dire qu'on se quitterait le terrain du déterminisme. Pour reprendre votre formulation, quand Marx dit « ça dépend », ça ne veut pas dire qu'à un moment donné, on évacue le champ du déterminisme. Le « ça dépend », ça répond à la question de Kilian. Est-ce que le rapport PL sur C plus V, s'il n'est pas totalement atteint, en négation totale, et qu'il y a un surgissement prolétarien, que le surgissement prolétarien est écrasé, est-ce que le capital peut redémarrer? Et donc, est-ce que le capital peut donc continuer à gérer une baisse du taux de profit de plus en plus haute? Alors, réponse, oui, parce que s'il a écrasé le prolétariat, il y a un facteur de compensation en domination formelle et en domination réelle dans la combinaison du taux de profit et du taux de plus-value.
À partir du moment où le prolétariat est écrasé à un niveau technologique de phagocytose du travail vivant par le travail mort, puisque le prolétariat est écrasé, le prolétariat va pouvoir permettre au capital une vampirisation réorganisée de la plus-value absolue. La détermination de la plus-value relative qui détermine la plus-value absolue n'empêche pas de savoir et de comprendre qu'il y a toujours de la plus-value absolue. Donc quand le prolétariat est écrasé, même en domination réelle supérieure, à supposer qu'il le soit en domination réelle supérieure, le capital aura encore des marges, même si elles sont extrêmement difficiles par rapport à ce qu'il a pu connaître avant, mais il pourra refaire travailler la plus-value absolue dans des taux d'intensité supérieurs. Donc le problème de la dialectique de la baisse du taux de profit, c'est que ce n'est pas une mécanique rigide, statique, clôturée à tout jamais. Il y a toujours le balancement PL sur V dans PL sur C plus V. Et il y a donc des phases où le capital, ayant écrasé le prolétariat, peut réalimenter PL sur V dans le cadre de PL sur C plus V. Et ça impliquerait un retour de paupérisation absolue. Ah ben il y a des retours de paupérisation. Alors, on verra dans la domination réelle que le surdéterminant, c'est la paupérisation relative. Mais là, au moment où on est en pleine paupérisation relative, le mouvement des Gilets jaunes, c'est le retour de la paupérisation absolue au sein même de la paupérisation relative. Parce que dans la phase de crise industrielle, financière, ultime, qui nous conduit au taux d'intérêt négatif, il y a la nécessité stratégique pour le capital de faire injection de paupérisation absolue dans la paupérisation relative. Et c'est pour ça qu'il y a un réveil des luttes de classe. Et c'est pour ça qu'il y a des angoisses gigantesques. Donc c'est tous les acquis sociaux en fait, qui sont démantelés un par un. En fait. C'est ça le retour de la paupérisation absolue. Ouais, dans la mesure où Marx dit à Engels que la démocratie pure du capital sera l'ennemi final, le dernier ennemi. Est-ce que vous pensez que là actuellement on a déjà dépassé le stade où les gens ont compris que ce ne sera pas par la démocratie que les choses seront changées, ou est-ce qu'il y a encore un travail à faire? On va avoir un travail énorme avec nos amis Gilets jaunes. Parce que je sais pas si j'ai fait exprès de vous envoyer, je pense que vous l'avez tous eu, le mail que m'a envoyé. Ils sont partis dans la pathologie d'une vraie démocratie. C'est-à-dire que notre pire ennemi, c'est pas la démocratie pourrie et faisandée de la valeur d'échange totalitaire qui est à l'Élysée. Notre pire ennemi demain, ça va être les nouveaux conseillistes, les nouveaux démocrates municipaux, tous ceux qui vont nous dire prenons nos affaires en main à la base. Et est-ce que ça pourrait, ce genre de... Comme l'antifascisme a écrasé le prolétariat, est-ce que c'est possible? Exactement. Vous faites une remarque très judicieuse. Elle est d'ailleurs positionnée comme ça dans les luttes de classe en France sur juin 48, Louis Blanc, Le Dru-Rollin, etc. Nos pires ennemis dans l'affrontement de classe, là, ça va être les autogestionnaires, les démocrates participatifs, les gens du terrain, tous ceux qui vont nous dire reprenez votre vie à la base, occupez-vous de votre vie à la base, parce que notre vie à la base, c'est quoi? C'est la merde du capital, c'est la valeur d'échange. Donc nos pires ennemis vont nous dire gérons nous-mêmes la valeur d'échange, elle sera plus pure. Juste là, donc, tu parles, il y a midi moins 10, on va aborder les perspectives de la crise mondiale, et après on devait parler de la pratique de notre intervention avant de manger. On mange pas, on va souper. Déjà souper à midi. Souper, on disait 17 ans. On mange pas. Je sais pas qui avait fait le truc. J'ai dit à Laurence, qu'est-ce que c'est? Il y avait un plan. Qui mange? Je dis, on n'est ni des vaches ni des brebis. On est des êtres humains. Manger. Bah oui. Vous dites manger? Tout le monde. Midi moins 10, on fait une Personne pause dit et, souper. Non, elle dit on déjeune. On déjeune. Déjeuner. Personne dit Mais le terme générique. C'est perdu. Hein. Tu parles comme un vieux français. Moi, je voulais juste poser une question. C'est sur la mystification économique. Vous avez raison, très important. Et du coup, c'est une mystification importante au niveau du rapport social aujourd'hui. Et du coup, par rapport à ce qui s'est passé à Rouen, donc on a vu qu'il y avait quand même des... Alors je ne sais pas si vous avez regardé un petit peu tous, mais on a vu qu'il y avait quand même des gens qui commençaient à se poser certaines questions. Mais est-ce que du coup, ça va peut-être paraître débile ma question, mais est-ce que du coup il faut une accumulation finalement de déchets entre guillemets comme celui de Rouen pour que les gens puissent arriver à comprendre
et du coup, dans le même temps, le capital qui s'auto-invalide, ou est-ce qu'il faut... ou est-ce que c'est une mystification Ça fait partie de la paupérisation absolue, c'est ça? Bien sûr, bien sûr. Non, mais si vous voulez, le truc, c'est à bas le capitalisme vert. Mystification supérieure du capital. Donc, faut taper là-dessus. Faut taper là-dessus en disant qu'on veut pas réaménager la merde du capital. On veut détruire la merde du capital. Alors, et après, il y a deux créneaux. Il y a des vraies pollutions que Marx a été le premier à dénoncer, la destruction de la terre, la destruction de l'humus, la destruction de la mer, la destruction de l'air. Et puis alors, il y a la mythologie imposturante du réchauffement climatique à cause du CO2. Donc on a trois créneaux. C'est à bas le capitalisme vert. À bas le capitalisme vert, on ne veut pas d'un salariat vert, on ne veut pas d'une marchandise verte, on est pour l'émancipation de l'homme. Et puis alors après, il y a les vrais créneaux de pollution qui sont mis sous le tapis. Par exemple, je veux dire, c'est quand même incroyable. Les éoliennes, les champs électromagnétiques, c'est un truc qui va rendre les gens complètement dingues. La pilule, j'espère que parmi les filles ici présentes, tout le monde a compris que la pilule file le cancer. Ces trucs-là, rien à dire. Rien à dire. Dans le même temps, alors le capitalisme vert, les batteries. Là, je disais à Laurent, j'ai un correspondant qui m'a envoyé tout un dossier d'une revue géologique sur les... Vous connaissez peut-être, je ne connaissais pas bien, les matières rares, les terres rares. Ça va être l'industrie la plus polluante au monde qu'on n'aura jamais vue. Parce que quand vous cherchez de l'or dans la terre, vous polluez avec le mercure, mais c'est encore une pollution réduite. Les terres rares, il faut exploser l'humus. Et il y a des résidus de pollution absolument délirants. Donc on nous vend la voiture propre avec des batteries qui sont la plus grande cancérigénation possible. Donc là, on a des créneaux d'attaque. Les éoliennes, le truc ça, mais le fond du truc, c'est à bas le capitalisme vert. Moi, je voulais juste rajouter un complément. Par rapport aux batteries, par exemple, même en général, d'ailleurs, c'est que j'ai un exemple en tête. Donc il y a une usine à peu près sur Poitiers, qui est située rue du Jeune-Temps. Et du coup, c'est une usine qui fait des batteries pour les bus. Et en fait, c'est une usine... mais électrique. Oui, voilà, des batteries électriques pour les bus. Et du coup, c'est une usine qui est innovante. Mais on s'aperçoit que quand on regarde, parce que j'avais trouvé des articles sur cette usine, quand on regarde l'usine, c'est le conseil régional qui a financé la restauration de l'usine, et tout est financé comme ça, et en fait on s'aperçoit que les propriétaires de l'usine en elle-même ne financent pratiquement rien en fait. Parce qu'il n'y a que des crédits d'impôt, il y a tout un tas de choses, et toutes les usines, je vois par exemple à Châtellerault où j'habite, il y a plein d'usines comme ça qui ont été montées. Et ben c'est que financé par la région et financé par des partenariats. Alors ils ne payent pas les terrains, pas les locaux, et il y a plein de trucs comme ça. Non, mais parce que ça devient un champ d'accumulation privilégié du capital. Il y a donc des secteurs qui sont extrêmement, extrêmement soutenus. Et en plus, c'est un secteur d'accumulation primitive nécessaire dans la phase actuelle en rentabilisation même factice. Mais c'est en plus une rentabilisation chimérique. C'est le grand mythe. Aujourd'hui, vous voyez, c'est dingue, on regarde la télé le midi parce qu'on aime bien, c'est un bon indicateur. Le midi, TF1, alors, vous voyez des mômes à l'école. La petite fille, elle a 4 ans. Oui, parce qu'il faut sauver la planète. Hein. C'est une lobotomisation, mais qui est incroyable. Les gamins de 3 ans, on leur met dans le truc, ils récitent tous. Vous avez vu Greta Oui, qu'est-ce qu'elle est moche. Hein. Heureusement que les nanas de guerre de classe sont mieux. Hein.